Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. J'allais dire bonne année, Scott, mais je vais quand même te souhaiter une bonne année, même si c'est fou. Je suis content que tu parles de la doctrine Monroe, pas de la doctrine Monroe. J'ai fait quelques recherches. Quincy Adams a apparemment écrit ce que le président ce que le président Monroe a dit. L'essentiel est qu'il a aussi dit, les États-Unis ne vont pas à l'étranger à la recherche de monde. Et la question que je veux poser, c'est que Lincoln, qui était son protégé au Congrès, avait présenté une spot résolution contre le président Polk quand nous sommes partis en guerre contre le Mexique en 1847. Donc, disons que si les républicains perdent la Chambre, y aura-t-il un démocrate qui va s'emparer de cette question au Venezuela et de tout cela comme l'a fait Lincoln, selon vous? J'espère bien. Écoutez, le président Trump est le président des États-Unis. Je souhaite aux États-Unis le plus grand succès. Je veux que nous réussissions en tant que nation, en tant que république constitutionnelle, ce qui signifie que la méthodologie de notre succès doit se conformer et s'accorder avec le livre des règles, la Constitution. Dès que nous en écartons, nous ne fonctionnons plus comme une république constitutionnelle. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique et je ne peux pas soutenir cela, aucun aspect de cela. Je ne veux pas que nous réussissions lorsque la méthodologie du succès est tellement éloignée de ce qui nous définit collectivement en tant qu'Américains que nous ne pouvons plus légitimement aspirer à ce titre. J'espère qu'il sera capable de corriger sa trajectoire et de revenir à la Constitution. Si ce n'est pas le cas, vous savez, le peuple américain a certains recours. Thomas Jefferson a parlé de rafraîchir l'arbre de la liberté avec le sang des patriotes et des tyrans. Je ne prône pas cela. Je ne peux pas prôner cela. La Constitution m'interdit de prôner l'utilisation de la force pour interférer avec les processus constitutionnels. Je ne crois pas en la révolution. Nous avons eu notre révolution qui nous a donné la Constitution. Je crois que la Constitution prévoit certains remèdes. Je crois par exemple au pouvoir du peuple. Je sais, je suis naïf, mais cela. Vous savez, une façon dont le pouvoir du peuple peut se manifester est lors des élections de mi-mandat en constituant suffisamment de démocrates au Congrès des États-Unis pour qu'au minimum, le président puisse être à nouveau paralysé par des articles de mise en accusation. Que cela puisse être articulé ou non, vous savez correctement. Je crois qu'il a commis des offenses significatives passibles de destitution jusqu'à présent. Mais c'est une façon de procéder. Et puis, si ce président continue de se comporter d'une manière qui indique une sorte de séparation de la réalité, je veux dire, même sa femme le critique pour, vous savez, son comportement tout simplement non présidentiel. Cet homme a déraillé. Qui sait ce que la destitution lui fera? Peut-être le fera-t-elle complètement perdre les pédales. Et puis nous avons, je crois que c'est le 25e amendement qui permet, vous savez, à son cabinet, que le président soit destitué, d'intervenir et de faire ce qu'il faut. Et donc il y a ces remèdes, des remèdes constitutionnels. Je veux juste m'assurer que le FBI et le Secret Service comprennent ce que je dis. Ouais. Qu'il existe des remèdes constitutionnels pour les présidents qui agissent d'une manière incompatible avec la Constitution des États-Unis. Youhou, compris, d'accord. Concernant le Moyen-Orient, Somerville John a dit que la Russie a conseillé aux Juifs russes de retourner en Russie aujourd'hui depuis Israël. Comme vous parliez juste de l'Iran, cela a-t-il un lien selon vous avec ce sujet? Je devrais voir. Je veux dire, j'ai entendu des rumeurs à ce sujet, mais je n'ai pas vu les rapports réels. Je ne doute pas de cela. Je ne l'ai tout simplement pas vu. Donc il m'est difficile de m'engager dans cette ligne de pensée. Les Juifs russes, vous savez, vous parlez de 20% de la population d'Israël. Donc vous savez, vous parlez de près de 2 millions de personnes. Je ne pense pas que la Russie soit en mesure d'absorber 2 millions de personnes du jour au lendemain. Donc c'est difficile pour moi d'imaginer. Et comment déplacez-vous 2 millions de personnes? Je sais que les Russes, il y a des discussions sur le fait que les Russes envoient des vols diplomatiques qui ont évacué les familles de diplomates et du personnel non essentiel d'Israël. Peut-être, vous savez, peut-être que les Russes sont conscients de problèmes à venir. Je ne sais pas. Je n'en sais pas assez à ce sujet.
D'accord, super. The Rumble, Steven Corcoran dit, avez-vous entendu parler du juge Beni Sayeg, Sagui je suppose, qui présidait le procès de Netanyahou et qui a été tué aujourd'hui dans un accident de voiture? Je veux dire, il y a une question évidente là. Qu'en penses-tu, Scott? J'ai entendu ça et j'ai aussi entendu que l'accident de voiture était dans des circonstances, vous savez, mystérieuses. Je ne sais pas. Je veux dire, si c'est vrai, s'il est mort et que l'accident de voiture a été dans des circonstances mystérieuses, cela soulève certainement tout un tas de questions. D'accord. Voyons voir ici. D'Arena 2715, Scott. Il semble que la plus grande compagnie pétrolière faisant de mauvaises affaires au Venezuela, je pense que cela signifie Citgo, a été achetée par un sioniste il y a 6 mois. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, à quel point est-ce faux? Quelque chose fait que la plupart des bénéfices pétroliers seront désormais détenus par des Israéliens. Je pense que c'est la question. Il n'y a pas assez de données là-dedans pour vraiment approfondir cela. Quelle est la plus grande compagnie pétrolière? Qui l'a acheté? Est-ce que cette personne est bien celle que vous dites? Est-ce que ces liens existent? Je ne sais pas. Je sais que le cours de Chevron a grimpé en flèche. Après ça, et maintenant il s'est effondré à cause, vous savez, des attentes élevées et puis de la réalité qui s'est installée. Je sais que Donald Trump a parlé d'utiliser l'argent des contribuables pour aider Chevron et d'autres compagnies pétrolières développer les champs pétrolifères vénézuéliens. C'est stupéfiant. Donc, et Donald Trump est extrêmement proche de la cabale sioniste. Il s'est enveloppé dans leur manteau, pour ainsi dire. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'on puisse faire valoir que les relations d'affaires profitent aux sionistes, mais je n'en sais pas assez pour explorer cette voie avec une quelconque confiance pour l'instant. D'accord. Donc, de Rumble, Ernesto Amato dit hier, Pep Escobar, sur le podcast de Nima, a évoqué un scénario possible où la Russie et la Chine, je pense qu'il dit qu'ils ont été amenés ou contraints à l'insu de Trump à l'enlèvement de Maduro. Je n'en ai aucune idée exacte. Savez-vous de quoi il parle? Non. D'accord. Voyons voir ici. En voici un de Politically Homeless. Pensez-vous que de nombreux pays boycotteront les événements sportifs internationaux organisés aux États-Unis après tout cela? J'espère qu'ils le feront. Je veux dire cela. Le peuple américain a besoin de recevoir un message du reste du monde disant que le comportement de notre pays est incompatible avec les normes et les valeurs internationales. Vous envoyez le mauvais message en venant en Amérique. Quand vous venez en Amérique en tant que touriste, vous dites « Hey, c'est un bon endroit à visiter. J'aime visiter cet endroit. » Je veux dire, normalement, nous ne faisons pas de tourisme dans, vous savez, dans des pays ouvertement oppressifs. Surtout, je veux dire, ce serait. J'aurais du mal, par exemple, si la Russie disait soudainement « Nous sommes anti-américains dans tout ce que nous faisons et nous traitons l'Amérique durement et nous faisons tout cela. » J'aurais du mal à aller en Russie. Du mal à aller en Russie. Je n'y arriverai pas. Parce que pourquoi irais-je là-bas? Quand je vais en Russie aujourd'hui, je sens que les Russes sont amicaux, qu'ils sont ouverts aux discussions, qu'ils sont ouverts au potentiel d'amitié. Oui, il y a des relations tendues, mais je ne me sens pas menacé quand je vais en Russie. Si jamais je me sentais menacé, alors je n'irais pas en Russie. Aujourd'hui, si vous êtes membre de la communauté internationale, comment ne pas se sentir menacé aux États-Unis? Comment nous abattons nos propres gens dans leur voiture? Vous savez, vous êtes un touriste international venant aux États-Unis. Qu'est-ce qui empêche l'ICE de vous arrêter et de vous tuer, de vous assassiner? Ce n'est pas sûr pour un étranger en Amérique. Alors oui, le monde doit envoyer un signal aux États-Unis que leur comportement a des conséquences. Les conséquences, c'est que nous vous rejetons. Et si le monde entier rejetait les États-Unis, peut-être que le peuple américain se réveillerait. Très bien. Alors, le suivant est une déclaration, mais je l'ai vu plusieurs fois. Je pense que j'espérerais vraiment que vous l'abordiez. Donc, ne tirez pas sur le messager. Tim Sherwood a dit que Poutine est faible. Il n'impose jamais de ligne rouge. Il ne fait que parler. Les États-Unis pourraient bombarder Moscou et il continuerait à parler à Trump. Poutine n'est pas faible. Il est plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Mais je dois passer en revue le reste de cette phrase. D'accord, attendez. C'était le... Oui. Il n'impose jamais de ligne rouge. Demandez aux Ukrainiens qui se sont fait massacrer à cause de la violation des lignes rouges. Il ne fait que parler. Eh bien, il parle. Mais quand il parle, vous devriez écouter. Il y a une corrélation directe entre ses paroles et ses actions. Et si les États-Unis bombardaient Moscou, vous savez, je ne pense pas qu'il parlerait à Trump.
je pense qu'il riposterait. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous avez... Très bien, moi aussi. Voyons ici, c'est de Michael Stetler. Salut Jeff. Et ma question à l'inspecteur est que vous avez mentionné qu'une réponse russe contre les sous-marins nucléaires britanniques dans le port écossais serait de nature nucléaire. Un Oreshnik avec 36 ogives à Mach 10 ne détruirait-il pas toute la capacité nucléaire? Je ne connais pas assez l'Oreshnik et la précision de ses ogives. Je crois que si vous allez frapper une cible nucléaire, c'est avec l'intention de l'éliminer complètement. De cette cible nucléaire, à tel point qu'elle ne pourrait jamais être réparée et remise en service. Donc je pense que vous utilisez une arme nucléaire. C'est mon point de vue personnel. Eh bien d'accord, donc sur le sujet, grand Klansman de XD. Klansman, désolé, je suis curieux. Quel impact pensez-vous que l'opération au Venezuela pourrait avoir sur le renouvellement du traité New START? Oh, grand espèce de fauteur de troubles. Je travaille en fait sur un article qui traite de cela. Comme tout le monde le sait, je suis un fervent partisan du contrôle des armements. C'est en quelque sorte ma philosophie de vie. En fait, une grande partie de ce que je fais en Russie est de susciter l'enthousiasme en Russie pour de nouvelles opportunités de contrôle des armements avec les États-Unis. Il y a eu beaucoup de résistance de la part des Russes. Récemment de la part de Sergei Karaganov, qui dit que les États-Unis ne sont tout simplement pas un partenaire de négociation fiable. Et comment pouvez-vous vous engager dans, vous savez, des questions d'importance stratégique avec quelqu'un qui ne l'est pas? Vous savez, un négociateur fiable. Après le Venezuela, je pense qu'il est irresponsable de parler de la promotion du contrôle des armes, parce qu'il n'y a pas de base de compréhension. Le Venezuela, combiné à l'attaque de drones contre la résidence de Poutine, démontre que les États-Unis n'ont pas l'amélioration des relations avec la Russie en tête, que les États-Unis ont choisi une voie qui privilégie la force au détriment de l'état de... le contrôle des armements concerne l'état de droit. La Russie a une expérience amère avec le contrôle des armements qui remonte au traité INF et à la manière et dont il a été utilisé après la chute de l'Union soviétique pour affaiblir la Russie avec le traité START. De nombreux Russes se sentent trahis par le contrôle des armements. Ils estiment maintenant que Vladimir Poutine a créé une dissuasion stratégique suffisante et que si l'Occident devait poursuivre le contrôle des armements, ce ne serait que pour compenser cette dissuasion stratégique, pour acquérir d'une manière ou d'une autre un avantage stratégique de la part de l'Occident. Donc malheureusement, je pense que nous en sommes au point maintenant où il est très difficile de plaider en faveur du contrôle des armements. Ce que vous devez défendre, c'est la stabilité stratégique qui exige que la Russie compte sa supériorité dans certains domaines et oblige les États-Unis à se rendre compte que nous devons dépenser des trillions de dollars pour rattraper les Russes, des trillions que nous n'avons pas, et que si nous voulons utiliser le contrôle des armements comme un moyen d'égaliser le terrain, nous devons fondamentalement changer notre façon de traiter avec la Russie. Cette administration ne fera pas cela. Marco Rubio ne fera pas cela. Scott Besson ne va pas faire ça. Aucun des gens là-bas. Peut-être GD. Vance s'il devient président et se libère de ces gens. Mais dans l'état actuel des choses, je ne pourrais pas défendre de manière responsable, une continuation du contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie. Intéressant, oui. Et le sénateur Rick Scott disait partout que Cuba, le Nicaragua, la Colombie, vous êtes les prochains pour la démocratie. Donc voilà. La dernière question ici vient de jimkim.com qui pense qu'Israël va bombarder l'Iran avec des armes nucléaires dans les prochains jours. Qu'en pensez-vous? Vous avez déjà dit quelque chose, donc peut-être... Mais le monde est devenu fou. Je veux dire, le monde est devenu... Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, les anciens paradigmes ne s'appliquent peut-être. Mais je dirais que ce serait aussi proche d'un geste suicidaire de la part d'Israël qu'on puisse imaginer. Si vous voulez que le Pakistan tire des armes nucléaires sur Israël, alors attaquez préventivement l'Iran avec des armes nucléaires. Parce qu'en gros, quand vous faites ça, vous dites à tout le monde dans le monde qu'Israël est prêt à utiliser des armes nucléaires de manière préventive contre n'importe qui. Et Israël devient une menace existentielle pour le monde. Donc je pense que ce serait suicidaire pour Israël de faire ça. Je pense que les Israéliens comprennent que ce serait suicidaire. Il n'y a aucune raison pour qu'Israël bombarde l'Iran avec des armes nucléaires. L'Iran n'a pas de programme d'armes nucléaires fonctionnel. L'Iran a des missiles conventionnels qui ne voleront pas à moins qu'Israël n'attaque l'Iran. Vous savez, peut-être que les Israéliens réalisent que la seule façon de prévenir la suprématie des missiles balistiques conventionnels de l'Iran
et d'utiliser des armes nucléaires pour les éliminer. Mais ce serait tellement déstabilisant et cela désignerait Israël comme la nation la plus dangereuse du monde et inviterait à la destruction physique d'Israël. Donc je ne peux pas imaginer Israël faire ça. Donc désolé Kim, je dois être en désaccord avec vous sur ce point. D'accord, eh bien voilà, ce sont les questions du chat et les gens devraient réfléchir à comment frapper le chameau sur le nez. Tu m'as fait réfléchir à ça, Scott. Tout le monde devrait y réfléchir. D'accord, ça sera tout pour Ask the Inspector cette semaine. Bon travail, messieurs. Merci à notre chère audience et nous espérons qu'au moins une partie du public nous rejoindra demain soir sur The Winers quand Sarah de DD Géopolitique se joindra à nous. C'est à 19h heure de l'Est. Et nous reviendrons avec plus de Ask the Inspector mercredi soir prochain à 19h, mais Scott pourrait intervenir avec un changement d'horaire ou une sorte d'annonce. Juste une annonce, pas un changement d'horaire. Mais c'est un appel au public. Vous savez, nous, à Ask the Inspector, sommes de fermes défenseurs de la liberté d'expression. Nous nous battons pour elle, nous y croyons. Jacques Beau, nom de famille orthographié B-A-U-D, un colonel suisse à la retraite, un analyste géopolitique qui a beaucoup publié sur le conflit Russie-Ukraine. Il a été sanctionné par l'Union européenne. J'ai creusé un peu cette question. C'est fascinant. C'est stupéfiant, fascinant. Il a été accusé d'un crime, il a été sanctionné en vertu d'un règlement général de l'UE qui a été adopté, je pense, en 2019 ou 2020, qui dit que nous devons nous protéger des forces malveillantes qui interfèrent avec les élections. Oui, je suis d'accord avec ça, qui promeuvent la violence. Oui, je suis d'accord avec ça. Et il continue à parler de toutes les mauvaises choses, l'espionnage, oui, protéger, qui manipule, l'information, manipuler l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis ils ont dit que le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne ferait avancer cela. Donc en 2022, ils se sont réunis avec un groupe de cybersécurité pour créer ce qu'ils appellent FIMI, F-I-M-I, ingérence et manipulation étrangère. Et je ne sais pas ce que signifie le dernier I, mais c'est maintenant une réalité. Mais ils ont dit, c'est ça qui me frappe, tout d'abord, ils le définissent, ils disent que c'est un comportement non illégal. C'est dingue. Ce n'est pas illégal. Cela signifie que c'est légal. Mais ils ont aussi dit que nous ne nous concentrons pas sur la véracité des déclarations, juste sur le processus. Donc vous pouvez dire la vérité, mais si les processus que vous utilisez pour dire la vérité sont jugés manipulateurs, alors vous pouvez être sanctionné. Et Jacques Beau a été sanctionné. Ils l'ont pris pour un seul fait. Je veux dire, c'est beau quand ils s'engagent dans ces choses. Ils ont dit que, par exemple, Jacques Beau a soutenu que l'Ukraine a initié le conflit avec la Russie, dans le but de rejoindre l'OTAN. Voilà ce qu'ils ont dit. Il a écrit un livre intitulé Ukraine et Russie ou quelque chose comme ça, la dernière guerre, je ne sais pas. Mais je suis allé trouver le passage exact. Il cite le gouvernement ukrainien, il cite Zelensky, il fait référence à des faits qui se sont produits, rien de ce qu'il dit n'est inventé, tout est là. Et l'argument qu'il avance est que l'Ukraine promouvait un conflit avec la Russie afin de contraindre l'OTAN à l'intégrer. Non, Amanda Sloat, ancienne directrice de l'Europe dans le Conseil de sécurité nationale de Biden, conseil, mes bons amis Vauvin et Lexus l'ont piégé. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux, les farceurs. Oui, les farceurs américains. Ils sont tombés sur elle. Et elle, vous savez, mais elle a dit des choses comme « Oui, vous savez, l'Ukraine voulait être membre de l'OTAN. » Alors il poussait pour cette guerre avec la Russie. Et il voulait que cela se produise pour pouvoir rejoindre l'OTAN. Et je me suis dit, n'est-ce pas ce que Jacques Beau a dit? Faites attention, Amanda. Vous pourriez être sanctionné. L'Union européenne parce que vous dites la vérité. Mais c'est manipulateur parce que vous avez été interrogé par Lexus et Vova. Mais le fait est que tout ce que Jacques Beau a dit était la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et il a été sanctionné par l'Europe, mais pire encore, le gouvernement suisse ne lui vient pas en aide. En fait, de nombreux officiers suisses montent à bord en disant qu'il est un agent russe, un agent d'influence, etc. Il ne l'est pas. C'est simplement un homme qui dit la vérité. Son éditeur est français. Donc ce que je veux faire, c'est sensibiliser à ce problème. Et je veux que les gens réfléchissent à comment ils peuvent aider Jacques Beau. Je pense que dans les jours à venir, vous allez voir des appels et d'autres messages provenant de certaines sources.
Je pense que mon bon ami Peter Hensler va publier quelque chose demain dans son forum Geopolitica plateforme. Essayez d'aider ce gars. Essayez d'aider Jacques Beau. En ce moment, il est en Belgique et selon les sanctions, il ne peut pas obtenir son argent. Son argent est dans une banque, il a été gelé. Vous n'êtes pas autorisé à lui donner de l'argent. Vous ne pouvez pas lui donner de la nourriture. Il ne peut pas acheter de nourriture car il n'a pas d'argent. Il ne peut pas quitter la Belgique et aller en Suisse parce qu'il est sous sanction. Donc je veux dire, et voici le hic pour dire la vérité. Ils reconnaissent que ce qu'il dit est vrai. C'est juste manipulateur dans la façon dont il a dit la vérité parce qu'il a osé dire la vérité d'une manière qui expose les mensonges de l'Ukraine et de l'Union européenne. Je veux dire, quand vous lisez cette loi dans son ensemble, ils ont écrit cette loi. Ce n'était pas à propos de la Russie qu'ils ont écrit ça. Ils l'ont écrite en réponse à la Covid. Et ils ont essentiellement dit, nous ne pouvons pas permettre aux gens de dire la vérité sur la Covid, car c'est manipulateur et cela amène les gens à remettre en question la validité des dictats du gouvernement. Eh bien, si les dictats du gouvernement reposent sur un mensonge, n'est-ce pas le devoir et la responsabilité d'une société libre, exerçant la liberté d'expression d'exposer le mensonge? Non, c'est manipulateur. Du coup, les lois qui avaient été votées pour s'en prendre aux citoyens qui dénonçaient les mensonges du gouvernement sur le Covid ont été adaptées pour faire pareil, pour protéger le gouvernement lorsqu'il ment sur l'Ukraine. Les gens ne sont pas autorisés à dire la vérité, et Jacques Beau est la victime de cela. Donc je voulais profiter de ce public. Nous avons 5700 personnes qui regardent. Vous savez, gardez l'oreille attentive. Il y aura des appels. Gardez Jacques Beau en tête. Si vous êtes en Europe, écrivez des lettres, faites du bruit, faites ce que vous pouvez. Mais vous savez, la liberté d'expression est une chose. Maintenant, j'ai écrit un article, je ne sais pas s'ils vont le publier, mais je pense que le titre était en français. Sanctionne-moi, salope. Et c'est essentiellement pour Calas, et c'est un défi pour elle. Ne sanctionnez pas Jacques Beau. Sanctionnez-moi. Je suis pire que lui. Je suis 10 fois pire que lui. J'ai été ciblé par Mira Dvoré. Ils veulent me tuer. Le Centre de lutte contre la désinformation m'a qualifié de terroriste de l'information numéro 1. Ils m'ont marqué pour la mort. Alors, allez, Sakaja, sanctionnez-moi parce que devinez quoi? Nous allons vous botter le derrière. Lisez la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Lisez les déclarations de cette administration. Je n'aime pas quand ils vont à l'encontre de la loi. Mais dans ce cas, ils ont parlé du règlement que si l'Europe ose essayer de réduire au silence. Un Américain exerçant sa liberté d'expression. Nous vous abattrons comme le chien enragé que vous êtes. Sanctionne-moi, salope. Je te défie. Fais-le. Et c'est la meilleure façon de défendre Jacques Beau, parce qu'en ce moment, son gouvernement l'a abandonné. Il n'a aucun soutien en Europe. Mais il n'a rien fait d'autre que d'exercer les mêmes valeurs que nous avons. Dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité sans crainte de répression. Et pourtant, il a été réprimé. Donc nous, défenseurs de la liberté d'expression, avons le devoir et la responsabilité de nous rallier à sa défense de toutes les manières possibles. Et donc, je voulais juste prendre le temps de dire cela. D'accord, bien dit. C'est une bataille que j'apprécierais personnellement. Ce n'est pas le genre de liberté d'expression que je connais. J'ai hâte. D'accord. Eh bien, Stacey Plaskett ne sera pas avec nous, mais nous n'avons pas besoin d'elle de toute façon. D'accord. Bien dit. Merci encore à tous d'avoir regardé. Nous serons de... Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses
promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires, les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré, des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, et si on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais